Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le Mali, notre pays, est plongé depuis 2012 dans une crise politico-sécuritaire. Cette crise a été une préoccupation de tous ses amis. Chacun y apportera aide et appui en vue de trouver une porte de sortie. L'Union européenne a pour sa part décidé d'apporter son appui sous forme, entre autres, de conseils, formations, de coopération et de coordination. Bientôt 3 ans de parcours. Alors, que peut-on retenir des actions de cette mission européenne au Mali? Quel a été son apport dans la gestion de la crise malienne? Que dire des avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles? Alors, pour débattre de ces questions, nous avons reçu sur notre plateau le commissaire divisionnaire Célestine Dombois. Elle est point focal genre de la police nationale. Bonsoir. Bonsoir. Maître Djourté Fatimata est vice-présidente Commission nationale des droits de l'homme au CNDH. Bonsoir. Bonsoir. Maître Amadou Tcheblin Diarra, avocat et président de la Ligue des juristes défenseurs des droits humains. Bonsoir. Bonsoir. Mariam Touré Keïta est de l'unité droits de l'homme et genre à ECAP Sahel Mali. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation de ce grand dialogue consacré au rôle de ECAP Sahel Mali en collaboration avec la mission. Bienvenue à vous tous. Le grand dialogue. ECAP Sahel Mali, une mission civile de l'Union européenne, a été lancée le 15 janvier 2015 à la suite d'une invitation du gouvernement malien. Elle vise à aider les forces de sécurité intérieure à réaffirmer l'autorité du gouvernement sur l'ensemble du pays. Alors, Maître Djourté Fatimata, quelle est votre appréciation sur les 3 ans de parcours de ECAP Sahel Mali dans notre pays? Bien, merci. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une institution qui joue bien son rôle. Qui joue bien son rôle dans la mesure où nous savons que par rapport à la protection des droits de la personne, à la promotion des droits de la personne et à la prévention de la torture, ECAP Sahel est là justement afin que les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité puissent jouer leur rôle dans le plus grand respect des droits de la personne. Ah oui. Oui. Alors, Célestine Dombois, commissaire divisionnaire Célestine Dombois, quelle est votre appréciation sur les 3 ans de parcours rapidement? Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. On ne peut avoir qu'une appréciation vraiment satisfaisante par rapport à la prestation de ECAP Sahel à nos côtés. ECAP Sahel, depuis 3 ans, appuie les forces de sécurité dans plusieurs domaines, vous l'avez vous-même dit. Il y a la formation, il y a le conseil, il y a l'appui technique et financier. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons fait des progrès et la police ECAP Sahel a vraiment renforcer les capacités de la police nationale depuis 3 ans. Ok. Alors, Maître Amadou Tcheblin Diarra, votre appréciation des 3 ans de parcours? Oui, moi-même j'ai participé à des formations en tant qu'avocat et je pense que si on compare le présent, on le compare au passé. Et je pense aussi qu'il y a eu un progrès dans ce domaine-là parce que nous avons des forces de l'ordre non pas seulement intellectuelles, mais instruites. Instruites parce que c'est des instruments que nous apprenons. La police a sa formation classique, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de dire qu'en plus de la formation classique, la police a aussi une seconde corde à son arc qui est les droits humains et je pense que nous le notons positivement aujourd'hui. Mariam Touré Keïta, alors vous-même vous êtes de l'ECAP Sahel. Alors comment vous appréciez votre collaboration avec les différents partenaires du Mali?
Ok, merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Donc, vous-même, vous l'avez dit, ECAP Sahel, c'est une mission de renforcement des capacités qui est venue vraiment pour appuyer le Mali dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Et à cet égard, nous faisons la formation, nous faisons la coordination, nous faisons aussi le conseil. Ça veut dire que nous avons pour objectif vraiment de renforcer les capacités de la majeure partie, et sinon de tous les cadres des forces de sécurité. Et ceci dans l'objectif où nous voulons des forces de sécurité auprès des populations. Nous voulons que les forces de sécurité, en plus de leur mission classique, soient vraiment auprès des populations pour prévenir et vraiment pour promouvoir les droits humains. On veut des forces de sécurité pour un état de droit au Mali, un état de droit où vraiment il y a le respect de la personne humaine. La personne humaine, qu'elle soit au centre justement des agissements de toutes les forces de sécurité. Alors, on veut effectivement aider le Mali à édifier, à instaurer un état de droit. Et pour cela, nous faisons en coordination avec plusieurs autres partenaires. Donc, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes une mission civile, mais il y a la mission jumelle EITM qui est pour les forces de défense. Donc, c'est une mission militaire. Nous sommes la mission civile. Mais nous sommes auprès des forces de sécurité justement pour inclure en ce qui nous concerne, nous, unité droits de l'homme et genre, pour vraiment intégrer l'aspect droits humains et la prise en compte du genre. Donc pour ce matin, c'est dans le cadre de la campagne, les 16 jours d'activisme, donc pour mettre fin justement aux violences faites aux femmes et aux filles. Voilà. Ok. Alors, conseil, formation, coopération et coordination. Alors, comment se passent ces différents appuis avec les différentes structures? Alors, commissaire divisionnaire Célestine Dombois, quels sont les cas les plus récurrents de violences faites aux femmes et aux filles que vous recevez dans vos commissariats au niveau de la police? Au niveau de la police, nous recevons effectivement des cas de violences faites aux femmes et aux filles. Et les plus récurrents sont, entre autres, les violences conjugales. Nous avons aussi les maltraitances des enfants et le viol, la pédophilie, et surtout le mariage précoce et forcé. Et nous avons aussi une autre infraction qui, elle, tout le monde sait ce que c'est l'excision. Mais je dois avouer qu'au niveau de nos unités, nous ne recevons pas de plaintes formellement par rapport à l'excision, mais c'est l'une des violences qui est la plus pratiquée dans notre pays et tout le monde le sait. Mais quand vous recevez ces gens-là, alors qu'est-ce que la police fait en matière d'accueil pour ces gens-là? Alors, la police, à ce niveau-là, fait ce qu'on appelle l'accueil et l'orientation. En matière d'accueil, au niveau des unités de police, nous aménageons des cadres d'accueil de ces victimes dans la plus grande intimité, confidentialité, pour les mettre en confiance d'abord. Et nous essayons de leur expliquer que elle n'est pas la seule, par exemple, à avoir subi ce genre de violence. Et nous la mettons en confiance et aussi nous lui disons que nous pouvons l'aider. Nous avons la capacité de l'aider à gérer ce problème-là. Alors, donc ça c'est en matière d'accueil. Et maintenant, par rapport à l'orientation, nous avons des structures de référence dans lesquelles nous référons les victimes quand nous finissons de les accueillir au niveau du commissariat. Ce sont par exemple les organismes ONG internationales ou nationales. On peut citer parmi ceux-là, par exemple APDF. On peut citer aussi WILDAF. Le DMSO, SAMU, social aussi,
et d'autres structures, telles que les structures, les centres de santé et les centres hospitaliers du Mali. Okay. Alors, Maître Amadou Tcheblendiara, au niveau de l'accueil des victimes des violences faites aux femmes, quelle est votre intervention? Comment vous intervenez dans ces cadres-là? Est-ce que vous y participez? Oui, nous participons à cela en tant qu'avocat parce que vous savez, l'avocat c'est comme un peu en fait le prêtre. Parce que quand un client ou une cliente vient vous voir, c'est dans votre intimité, dans l'intimité du cabinet. Bon, par exemple, en ce qui concerne les violences là, faites aux femmes ou bien la pédophilie, bon, on nous dénonce, mais nous avons eu des cas qui sont devenus judiciaires et par la suite, à cause des interventions, eh bien, les procédures ont été stoppées. Ce qui fait qu'au finish, nous n'avons même pas de jurisprudence sur certaines questions. Parce que la pression du quartier, la pression de la famille, quand on leur explique que c'est par nécessité en fait qu'il faut le faire, non pas pour la préservation, si vous voulez, de la famille, mais vous le faites pour que ça serve de leçon, en tout cas à pratiquement l'humanité. Nous recevons des plaintes dans les cabinets et quand on conseille par exemple les violences exercées par les maris sur leurs femmes, j'ai eu un dossier et je me suis adressé au procureur. Le procureur m'a dit si la plainte vient, je fais arrêter le mari. Et quand j'ai appelé la femme pour lui dire ça, le mari l'avait battu. Alors finalement elle a dit que si c'est cela, donc ça s'arrête au niveau du cabinet. Nous avons les photos. Maintenant, est-ce que l'avocat, nous devons être plus zélés? Si vous voulez, je n'ai même pas le droit de porter ça dans la presse. Parce que quand on vient vous voir en intimité, est-ce que j'ai le droit de diffuser ces images même de façon, si vous voulez, déloyale? Je ne crois pas. Sinon, nous avons des procédures comme ça et les procureurs disent, bon écoutez, si ça vient, je fais arrêter le mari et les femmes disent non. Maintenant, la femme choisit en fait de ne pas humilier son mari alors qu'elle-même, elle meurt dans l'âme. Okay. Alors, Maître Djourté, à quel moment la Commission nationale des droits de l'homme que vous êtes, vous entrez dans le jeu? Est-ce que depuis au départ vous êtes au courant de ces choses ou bien vous intervenez à un moment donné? Bien sûr. Vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante qui a été créée en juillet 2016 avec 3 missions. D'abord, une mission de protection, notamment des couches les plus vulnérables comme les femmes, les enfants, les victimes des violences basées sur le genre, que ce soit des hommes ou des femmes. Et ensuite, une mission de promotion des droits à travers la sensibilisation et l'éducation à la culture des droits de l'homme, et nous avons également une mission de prévention de la torture. Donc, nous pouvons intervenir à tous les niveaux. D'abord, à travers l'écoute de la victime, au niveau d'une sous-commission qui prend en charge justement cette écoute-là. Et ensuite, à travers son orientation, nous avons la possibilité aussi d'orienter vers des structures de prise en charge, mais nous-mêmes, nous avons le devoir de porter une assistance juridique à la personne. Mais ce que nous constatons également, c'est que généralement, quand ces personnes se présentent, quand ces femmes se présentent, elles ont besoin de plus qu'une prise en charge juridique. Souvent, il faut une prise en charge psychologique pour les apaiser, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue. Donc, une prise en charge psychologique qui puisse la rassurer, qu'elle puisse même s'extérioriser et parler de ses problèmes avant vraiment d'aborder l'aspect juridique. Donc, nous intervenons à ce niveau et nous intervenons aussi au niveau, quand il y a, c'est-à-dire au niveau des autorités même, pour qu'on puisse faire évoluer les textes, la loi par rapport à tout ça et que vraiment on puisse trouver des procédures adéquates pour mettre fin à l'impunité
en ce qui concerne ces violences-là. Ok, mais mon commissaire, vous avez tantôt parlé d'orientation vers des structures de prise en charge. Comment se passent concrètement ces orientations et ces prises en charge-là à votre niveau? Merci beaucoup, M. Sidibé. Alors, la prise en charge se passe de la manière suivante. Je vous avais tantôt dit que la plupart du temps, on oriente les victimes sur les organismes et ONG internationales et nationales. J'ai cité certaines d'entre elles. Donc, il y a un système de partenariat entre nous, une coordination qui fait que pour ces ONG-là, nous faisons juste l'information et nous leur envoyons les victimes. Mais pour les centres de santé et les centres hospitaliers, par exemple, au niveau de la police, nous délivrons ce qu'on appelle une réquisition à personnes qualifiées. Et donc, c'est avec cette réquisition à personnes qualifiées que les victimes se présentent au niveau des différents centres hospitaliers du Mali. Et dès qu'elles arrivent avec ça, elles sont prises en compte sur le plan médical à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Par rapport à l'APDF, par exemple, qui est l'une des structures de référence de qualité et qui travaille beaucoup avec la police, les victimes ont droit là-bas à une prise en charge assez on va dire holistique, parce que là-bas, elles peuvent avoir la prise en charge psychologique dont parlait M. Djouté tout à l'heure. Elles peuvent avoir droit à la prise en charge psychosociale et économique également. Donc, il y a les mesures d'accompagnement pour qu'elle ait accès aussi à la prise en charge juridique. Donc, au niveau de l'APDF, quand même, ils ont une chaîne qui permet vraiment d'accompagner la victime pour la soulager. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau pour parler ECAP Sahel au Mali. 3 ans de parcours, pour quels résultats en matière de défense et de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour en débattre, nous avons sur ce plateau le commissaire divisionnaire Célestine Dombois, point focal genre de la police nationale, Maître Djourté Fatimata, vice-présidente Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Maître Amadou Tchewlendiara, avocat et président de la Ligue des juristes défenseurs des droits de l'homme LJDH, Mariam Touré Keïta, unité droits de l'homme et genre ECAP Sahel. Alors, vous, au niveau Mariam Touré Keïta, alors vous, au niveau de ECAP Sahel, quel est votre rôle dans tout ça, au niveau de ECAP Sahel, depuis le départ? Est-ce que vous intervenez? À quel moment vous intervenez dans ces actions-là? Alors, merci pour cette question. Vous avez compris que nous, nos cibles, en fait, ECAP Sahel travaille pour le renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Et ce sont les 3 forces de sécurité, la police, la garde et la gendarmerie. Donc, ça veut dire que nous interagissons rarement, nous intervenons rarement dans la prise en charge directe. Nous formons plutôt les policiers, les gendarmes et les gardes à mieux vraiment appréhender la question de violence faite aux femmes et aux filles et à mieux les préparer vraiment pour aborder les populations, pour accomplir leur mission. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment le renforcement des capacités de ces forces-là. Et au niveau des 3 forces, il y a 3 points focaux aujourd'hui. Et il y a Célestine qui est pour la police nationale. Il y a un point focal pour la garde nationale et il y a un autre point focal pour la gendarmerie. Et avec les 3 forces, nous organisons des formations. C'est surtout des formations que nous organisons en matière de violence basée sur le genre. Nous faisons ces formations. Je crois qu'on va revenir sur ces formations que vous organisez. Ok. Donc, notre intervention, nous n'intervenons pas directement. Moi, je suis là juste pour accompagner, mais c'est vraiment les praticiens qui sont
au four et au moulin. Très bien. Sur la question. Ok. Maître Amadou Tchevle Diarra, en quoi consiste, parce que vous, en tant qu'avocat, vous intervenez non seulement au niveau de la police, vous intervenez également au niveau de la justice. Alors, en quoi consistent les rapports police-justice dans le cadre de la violation des droits humains, notamment quand on est dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles? Oui. Il y a deux niveaux, effectivement, M. Sidibé, parce que quand le dossier est au niveau de la police, il demeure dans la sphère de l'enquête préliminaire. Et après ça, maintenant, avant qu'il ne devienne judiciaire, l'enquête préliminaire, c'est là-bas tout le problème et c'est là-bas où tout se joue aussi. Dès qu'un dossier est imputé, une plainte, ou bien qu'un policier constate, à la suite de ce que vous appelez les factions, la police peut constater, ou bien qu'il y a une plainte au niveau de la police, eh bien, bon, généralement, ce sont les victimes. J'ai un cas comme ça, ce sont les victimes qui appellent pour être assistées. Les victimes appellent pour être assistées, la police nous reçoit. Évidemment, au niveau de la police, nous avons en fait un rôle, si vous voulez, d'assistance, parce que nous aidons en tant que collaborateurs, nous aidons la police à orienter le dossier, parce que l'avocat est un collaborateur, c'est pas un auxiliaire de la juge, mais c'est un collaborateur. Et à ce niveau-là, nous collaborons avec la police pour effectivement mettre la lumière sur les infractions. Nous aidons même à certaines formulations, parce que vous savez que ce dont nous souffrons, c'est que nous avons des textes, peut-être qu'on va aborder la question, qui ne sont pas tellement appropriés pour réprimer ce genre d'infractions qui sont très ancrées dans nos coutumes. Okay. Alors, Maître Djourté, est-ce qu'il y a des choses à ajouter par rapport à ce rapport entre police et justice, surtout dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles? Bien sûr, M. Sidibé, parce que ce que nous constatons généralement, c'est que quand une victime porte plainte, quand une femme porte plainte devant la police, ou bien quand nous adressons une victime à la police ou à la gendarmerie, la police doit faire un certain nombre de travail. Elle doit faire une instruction préliminaire du dossier. Et nous constatons que généralement, ça, je suis obligée de le dire, concernant les dossiers des femmes, il y a des rétentions. Concernant les dossiers des femmes, il y a des insuffisances généralement dans la prise en charge. Mais peut-être c'est dû au cas que Maître a signalé tout à l'heure à une réticence de la femme d'humilier son mari. Non, pas forcément. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'il y ait vraiment ce volet genre au niveau des forces de sécurité. Parce qu'il y avait des réticences même à aborder ces questions, parce qu'on en faisait des questions familiales et on demandait à la femme d'aller résoudre le problème en famille. Ça gêne beaucoup les victimes des violences faites aux femmes. Et dans ce cas-là, nous sommes là aussi pour recevoir des allégations. Parce que toute allégation faite contre, toute allégation de violation des droits de la personne, la CNDH est apte à les traiter et à saisir qui de droit, même si ces allégations sont portées contre les autorités elles-mêmes. Et ça peut arriver. Et dans ce cadre-là, dans les rapports justice-police, nous pouvons intervenir aussi bien au niveau de la justice pour que le dossier soit examiné de manière cohérente, de manière justement au sens de la loi, mais également au niveau de la police pour que les droits de la femme soient vraiment pris en compte et que le dossier soit envoyé là où il faut. Mais comme l'a dit Maître, effectivement, il y a des insuffisances au niveau de la loi qui font que ce n'est pas toujours facile de prendre en charge ce genre de dossier. Voilà. Je suppose que vous avez des alliés? Beaucoup d'alliés, nous avons des alliés. Quels sont vos alliés à propos de la promotion des droits et de la protection quand même des femmes et des filles? Nous avons, par exemple, toutes les institutions qui interviennent dans le domaine de la promotion et de la protection des droits sont les organisations de la société civile qui interviennent en tant que défenseurs des droits humains, notamment la LJDH. Et dans ce cadre, nous avons développé ce qu'on appelle avec LJDH, Amnesty et d'autres organisations, une plateforme
nous avons une plateforme de concertation autour des droits de la personne humaine. Ça, c'est extrêmement important et qui joue un grand rôle. Nous avons aussi, dans le cadre même de la diplomatie des droits humains, nous travaillons avec la Cour constitutionnelle, avec la Cour suprême, avec le Conseil économique, toutes les institutions de la République et même l'Assemblée nationale. Parce que quand on fait un projet de loi, nous pouvons émettre notre avis sur ce projet pour savoir si les droits des personnes sont pris en compte ou pas. Ça fait partie de notre rôle. Okay. Ouais. Célestine, commissaire divisionnaire, vous, au niveau de la police, je suppose que vous êtes confronté à pas mal de difficultés. Alors, quelles sont ces difficultés que la police rencontre en matière de prise en charge quand même des victimes? Alors, effectivement, au niveau de la police, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Je vais d'abord, avant de citer ces difficultés, revenir juste sur la principale difficulté qui est le traitement des dossiers, l'enquête même au niveau de la police en rapport à ce que M. Djouté vient de dire. C'est l'une des difficultés justement parce qu'on pense qu'au niveau de la police, souvent, on renvoie les victimes pour traiter l'affaire en famille, mais la plupart du temps, ce sont les victimes elles-mêmes qui ne veulent pas qu'on poursuive le dossier. Et souvent, c'est par rapport à la pression qu'elles subissent en famille, par exemple, et elles refusent que le dossier soit poursuivi. Et donc, souvent, elles ne reviennent pas. Donc, ça, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons au niveau de la police et qui est vraiment cruciale dans la poursuite du dossier au niveau de la justice, dans les rapports avec la justice. Donc maintenant, en termes de difficultés, effectivement, nous avons le manque de moyens, par exemple les équipements, le transport, par exemple, quand on reçoit un appel et qu'il faut se transporter sur les lieux, souvent au niveau des commissariats, il y a un sérieux problème de transport pour se rendre sur les lieux. Ensuite, nous avons aussi le problème d'infrastructures appropriées. On a parlé tout à l'heure de la confidentialité par rapport à l'accueil de la victime au niveau du commissariat. Au niveau de nos unités, on sait que présentement, toutes les unités ne sont pas équipées de cellules, par exemple, d'écoute ou de salles d'écoute de victimes. Donc ça, c'est un sérieux problème au niveau des unités. Mais justement, ces écoutes-là, en quoi consistent ces écoutes-là? Ces écoutes, c'est écouter la victime, relater ce dont elle a été victime. Et quelles sont les conditions à remplir pour le cas de l'idéal? Pour une telle activité, il faut vraiment une salle d'écoute uniquement destinée aux victimes de violences faites aux femmes. Parce que ce sont des victimes qu'on ne peut pas recevoir comme les autres, qu'on ne peut pas écouter ou interroger devant d'autres personnes. Donc ça doit être des salles qui répondent à l'aspect de confidentialité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une des difficultés, parce qu'il faut vraiment que cela soit aménagé au niveau de nos unités de police. Et ECAP Sahel, justement, dans ces 3 ans-là, est en train de nous appuyer dans ce sens-là. Et nous avons des projets pilotes au niveau de certains commissariats que nous sommes en train d'expérimenter et ça marche bien. Donc ça, c'est l'une des difficultés également. Alors, nous avons aussi, je vous parlais tantôt de la réticence de la population. La réticence des populations à aller sur le champ juridique et pénal. Donc ça, c'est l'une de nos difficultés aussi et qui est en rapport avec ce que M. Djouté vient de dire par rapport à la poursuite de la procédure. Et le manque de ressources des victimes. Beaucoup de victimes n'ont pas de ressources pour se prendre en charge médicalement. Donc ça nous revient. Souvent, on doit chercher les solutions pour qu'elle aille à l'hôpital. Si on ne le fait pas, à la sortie du commissariat, elle rentre à la maison parce qu'elle n'a pas le moyen de se prendre en charge pour les soins. Voilà, entre autres, les difficultés que nous rencontrons. Ok, Maître Djouté, ça c'est les difficultés au niveau de la police. Et vous, au niveau de la CNDH, quelles sont les vôtres? Eh bien, nous, par rapport nous avons les défis majeurs, c'est effectivement le problème de ressources, parce que la CNDH est tenue de prendre en charge, d'abord de mettre la personne en sécurité.
mettre la personne en sécurité, faire en sorte que la violence qu'elle subit, que cette violence s'arrête. Et nous pouvons recourir aux forces de sécurité pour ça. Demander, par exemple, au commissaire qui est là, prenez les dispositions nécessaires, toutes les mesures qu'il faut pour que ces violences cessent et pour que la personne puisse d'abord être en sécurité. Mettre la personne en sécurité, ça c'est notre premier rôle. Et nous avons des problèmes par rapport à ça. Et ensuite, quand nous orientons la personne, généralement, vous savez, elle a besoin d'assistance juridique quand elle décide de poursuivre le dossier. Et généralement, dans ce cas-là, comme l'a dit mon confrère M. Tchéoulé Diawara, il y a d'énormes problèmes parce que c'est toute la population qui intervient. Je suis tout à fait d'accord avec le commissaire. C'est d'abord le chef de famille et ensuite c'est le chef de quartier. Ensuite, c'est l'imam. Tout le monde intervient pour faire cesser la procédure. Et dans ce cas-là, nous sommes confrontés à ce problème. Mais nous pouvons contourner. Nous pouvons contourner ce problème-là si la personne est d'accord pour poursuivre le dossier parce que nous pouvons lui trouver un avocat que nous devons prendre en charge et il y a des problèmes également à ce niveau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, commissaire divisionnaire Célestine Dombois, point focal genre de la police nationale, maître Djourté Fatimata, vice-présidente commission nationale des droits de l'homme CNDH, maître Amadou Tchéoulé Diawara, avocat et président de la Ligue des juristes défenseurs des droits humains LJDH, Mariam Touré Keïta, unité droits de l'homme et genre et ECAP Sahel. Justement, Mariam Touré Keïta, l'accès à la justice, à quel visage selon votre observation, et spécifiquement pour le sujet des violences faites aux femmes et aux filles au Mali? Ok. Bon, je préfère laisser la réponse de cette question au praticien. Mais vous avez votre regard, à maître qui est à mes côtés. Et je crois que ECAP Sahel, nous allons nous limiter à notre rôle de renforcement des acteurs. Très bien, maître, voilà. Allez-y. Oui, allez-y. Cette question, on ne peut pas répondre directement parce que c'est des questions, c'est des niveaux d'étage. Parce que dans une société, il y a ceux qui ont la possibilité de payer les honoraires d'un avocat. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité. Moi, je connais beaucoup de cas. Je ne suis pas, si vous voulez, un avocat de milliardaire. Parce que j'ai compris que ma mission, ce n'est pas simplement de défendre... Maître, on dit qu'au Mali, la justice est gratuite pour tous. Oui, mais la question de l'accès pose problème. Parce que la gratuité, ça, c'est les textes. Mais en vérité, quand vous regardez les échelons, il y a des personnes qui n'ont pas accès à la justice. C'est difficile pour le commun des mortels de le comprendre. Parce que si tout le monde est d'accord, si nous fixons comme plafond, par exemple, c'est un exemple, si on fixe comme plafond 500 000 francs pour prendre un dossier, moi je sais que dans mon pays aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont la possibilité de payer 500 000 francs. Par conséquent, tous ceux qui n'ont pas cette possibilité, ils n'ont pas accès à la justice. Théoriquement, ils ont accès, mais dans la réalité, ils n'ont pas accès. Parce que aussi, il faut qu'on pense à nos filles, à nos parents qui sont dans les campagnes. On sait que dans les campagnes, il n'y a pas de jour en fait qui passe s'il n'y a pas de violations en fait faites aux femmes. Maintenant, c'est réglé au niveau de la tradition, mais maintenant, si le dossier doit devenir judiciaire, se pose maintenant la question de l'accès à la justice. Et là, à ce niveau, l'assistance judiciaire, en tout cas, n'est pas développée. Sinon, c'est normal. Quand, par exemple, une femme de quartier vient à moi, elle est battue ou bien elle a fait l'objet de violences basées en fait sur le genre, elle vient au cabinet et quand je constate qu'elle n'a pas la possibilité de se prendre en charge, si je saisis les instances normalement, eh bien, elle doit être aidée à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, cette structure, elle est vraiment faible, elle est insignifiante à telle enseigne qu'il y a beaucoup de plaintes ou beaucoup de procédures qui s'arrêtent au niveau des cabinets, qui ne bougent pas, parce que dans l'âme aussi de ceux qui défendent,
Parce que j'ai fait la différence entre un défenseur des droits de l'homme qui est à la fois défenseur et en même temps avocat. Parce que oui, je peux être avocat et ne pas en fait destiner mon cabinet à la défense. Cela est possible. Mais quand les deux se réunissent sur la tête d'un même individu, la personne peut effectivement accepter de prendre ça en charge. Donc la question de l'accès à la justice, je crois que c'est une question pratique. Théorique, c'est réglé, mais la question elle est pratique. Dans ma tête, c'est pratique. Très bien. Alors, Maître Djourté, vous qui avez tant d'aller au niveau de la CNDH, qu'en est-il exactement? Il paraît qu'il y a des Maliens quand même qui n'ont pas droit, qui n'ont pas accès à la justice. Alors, en quoi consiste votre appui à ce niveau? Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. Hein. L'accès à la justice est très limité pour beaucoup de personnes. Et normalement, il devrait y avoir l'assistance judiciaire gratuite pour les personnes. C'est vrai qu'il y a une loi, mais cette loi vraiment, on est même tenté de dire qu'elle est tombée en désuétude avant d'être applicable. Donc ça, c'est un problème. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut reconnaître que la justice elle-même a d'énormes problèmes. Parce que les juges même ne sont pas bien préparés psychologiquement, du point de vue aussi souvent des textes, pour faire face à ces violences-là, parce qu'il y a beaucoup de violences qui échappent au cadre judiciaire. Il y a beaucoup de violences qui échappent dans la mesure où le Mali, notre pays, n'a pas légiféré par rapport à beaucoup de violences qui sont très réelles au niveau de notre communauté. Donc nous, notre mission consiste aussi à examiner les insuffisances qu'il y a au niveau de nos différents textes de loi pour faire des propositions aux parlementaires, pour faire des propositions au gouvernement afin d'améliorer justement l'arsenal juridique pour que les droits des femmes puissent être mieux pris en compte à travers ces lois-là. Donc nous sommes là également pour trouver des avocats, comme je l'ai dit, et nous avons des partenaires pour ça. Ce sont les mêmes partenaires, c'est la PDF, c'est DEMESO qui agissent beaucoup, mais l'État, la première responsabilité, c'est-à-dire le premier responsable de la protection des droits de la personne humaine, c'est l'État. Et l'État doit fournir des efforts pour que justement il y ait un mécanisme de protection des droits de la personne humaine, que ce soit à travers la société civile ou que ce soit à travers d'autres institutions. Mais l'État a un devoir, la responsabilité de protéger, c'est le premier devoir de l'État en ce qui concerne les droits de la personne. Donc nous agissons à ce niveau et nous intervenons dans ce domaine-là à tout ce qu'il y a comme, réforme, même du secteur de la sécurité, pour que justement la sécurité soit ce que les Maliens veulent que ça soit, qu'ils soient mieux protégés. Voilà. Okay. Alors, Maître Amadou Tcheblin Diarra, vous, en tant qu'avocat, en tant que juriste, défenseur du moins des droits humains, quels sont les défis qui se posent à votre niveau de nos jours au Mali? Bon, vous savez, c'est la question des transformations. Je ne peux pas transformer un monde si moi-même je n'ai pas un bon caractère. Ça c'est fondamental d'abord. Parce qu'il faut que ceux qui sont les acteurs soient convaincus que en fait c'est des valeurs morales qu'il faut promouvoir et protéger. On ne peut pas protéger des valeurs morales en fait si on ne les partage pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que en fait faites ce que je dis, ne faites pas. Non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Moi, si je ne peux pas être, si vous voulez, le pionnier d'une situation, si je ne peux pas, en fait, incarner des valeurs morales, je n'ai pas le droit d'exiger de l'autre là de l'incarner. Ça ne tient pas. La première des choses, si nous voulons, en fait, des transformations, il faudrait que, à partir de nous-mêmes, que nous soyons convaincus que ce que nous voulons poser en fait comme acte d'abord, nous partageons, nous en sommes convaincus maintenant pour ensuite effectivement en être les pionniers et ensuite maintenant expliquer, faire la vulgarisation et que les gens comprennent. Alors, ce phénomène-là aujourd'hui se développe à un niveau qui effraie même. Qui effraie, parce que vous savez que c'est courant aujourd'hui dans notre société que même des pères de famille couchent avec leurs filles, mais qui ne sont pas dénoncés. Ce n'est pas dénoncé.
Alors, donc, cette valeur-là, comment vous pouvez demander à quelqu'un qui en est l'auteur, en fait, de combattre ça? C'est ça. Alors, commissaire Célestine Dombois, vous, au niveau de la police, quels sont les défis qui se posent? Alors, plusieurs défis, on va dire. Je venais tantôt d'énumérer les difficultés auxquelles nous sommes rencontrés. Le défi aujourd'hui, c'est que au niveau de la police, nous puissions amener le changement de comportement des policiers même qui reçoivent les victimes de violences faites aux femmes. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire avec toutes les sessions de formation qui sont organisées avec l'appui des différents partenaires comme ECAP Sahel. Donc d'abord, le changement de comportement et de mentalité en ce qui concerne même les officiers de police judiciaire, en ce qui concerne les policières ou policiers qui accueillent les victimes au niveau des unités. Ensuite, le défi d'amener en tout cas à avoir des infrastructures appropriées pour l'accueil des victimes au niveau de nos différentes unités. Et nous avons aussi le défi de convaincre la population que c'est à la police qu'ils doivent venir se plaindre et qu'ils doivent poursuivre l'action jusqu'au niveau du parquet. Donc, nous en sommes tellement conscients que nous sommes en train de faire des campagnes de sensibilisation au niveau des communes de Bamako d'abord, pour amener la population à comprendre qu'elle doit venir porter plainte, que les victimes doivent venir au niveau de la police pour porter plainte et que l'enquête doit être menée et transmise au niveau du parquet. C'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin, il faut que la victime soit avec nous. C'est vrai qu'on ne peut pas les obliger à porter plainte, mais une fois qu'elle décide de porter plainte, le défi pour nous aujourd'hui, c'est que la plainte puisse être prise au niveau de la police et la procédure conduite et clôturée et transmise au parquet comme il se doit. Donc voilà, entre autres, quelques défis qu'on peut relever. Mais entre-temps, on entend souvent parler au niveau de la police de règlement à l'amiable. Est-ce que ça, c'est permis? Ce n'est pas permis et c'est pour ça que je parle du changement de comportement et de mentalité au niveau des policiers. Ce n'est pas permis, c'est formellement interdit, surtout en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable qui tienne. C'est formellement interdit. Ok, on est un peu limité par le temps. Maître Djourté, rapidement, quels sont les défis qui se posent à votre niveau, au niveau de la commission de la CNDH? Nous, notre principal défi, c'est vraiment d'instaurer une culture des droits de l'homme. Une culture des droits de l'homme qui conduit à pas mal d'activités, comme par exemple ce que M. Tchéoulé a dit, la sensibilisation, la formation, c'est le changement de comportement. Et c'est très difficile de changer de comportement si on n'éduque pas les populations vraiment sur les droits. Et ensuite, les forces de sécurité aussi, un changement de comportement de ce niveau. Et il faut faire évoluer la loi, il faut changer les lois, il faut adopter des lois. On me dira que certainement les lois qui sont là ne sont même pas utilisées. Les lois ne sont pas utilisées parce que les populations ne sont pas conscientes de ce fait-là. Donc il faut aller vers les changements de loi, trouver de meilleures opportunités dans ce domaine législatif-là pour lutter contre l'impunité. Voilà. Très bien. Alors, ainsi fut bien tout ce qui finit bien. Nous disons merci à notre commissaire divisionnaire Célestine Dombois, point focal genre de la police nationale, Maître Djourté Fatimata, vice-présidente à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Maître Amadou Tchéoulé Ndiara, avocat et président de la Ligue des juristes défenseurs des droits humains, Mariam Touré Keïta, unité droits de l'homme et genre ECAP Sahel. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou. La mise en onde est assurée par Gagny Kanté, la régie vidéo par Noun Diré et je suis Aliou Sidibé. À la prochaine.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.